Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, ici Hugo Dux, Hugo Pérez pour Radio Cabo ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée pour commencer. Donc moi c'est Hugo Pérez pour éducation canine, le matériel canin, etc. etc. Tout plein d'activités. Aujourd'hui j'accueille Paola Bardacier de Serenity Dog 18. Donc ça va être super chouette, on va être ensemble en live pendant une heure et demie. Comme toutes les semaines pour Radio Cabo, donc sujet libre. Aujourd'hui, je vais un peu centrer sur une particularité qui m'intéresse et qu'on va développer tout à l'heure. Et puis vous êtes libre évidemment de poser toutes les questions dans le chat, c'est avec plaisir. Si vous avez des sujets intéressants même qu'on peut aborder, n'hésitez pas. Je vous fais un coucou à tous dans le chat, notamment Edwige, Jean-Claude, Marlène, David, etc. Soyez les bienvenus. Et je vais laisser tout de suite notre invité se présenter. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là déjà. Donc, moi, c'est Paula. Voilà, je fais de l'éduc depuis une bonne dizaine d'années. J'ai été éduc, j'ai arrêté, j'ai repris. Et là, ça fait, je suis dans ma 4e année là dans la région. Voilà, je viens de prendre un terrain, donc c'est vachement plus confortable pour travailler. D'accord. Et puis voilà. Et puis, je suis ravie d'être là. Super. T'es dans quelle région du coup? Moi, je suis dans la région centre. D'accord. Je suis ouais, au sud de Gien, Ok, ça marche. dans le Loiret. Super. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le son, évidemment. Le son, la vidéo, les bugs et tout ce qui s'ensuit, évidemment. Hein. Je fais aussi la régie, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, c'est toujours appréciable. Et puis aujourd'hui, ce soir, je voulais discuter avec toi du fait de cumuler plusieurs activités, dont l'éducation canine. Ouais, Donc là-dessus, effectivement, alors éducateur canin, c'est un métier à part entière, on est bien d'accord là-dessus. On peut en faire son métier principal, voilà, si on y arrive, si on développe correctement, etc. On peut arriver à en faire un métier complet. Mais pour le coup, on peut aussi avoir l'alternative, effectivement, de cumuler plusieurs activités, et c'est donc ce que tu fais. Donc c'est tu peux ça. nous expliquer un petit peu comment tu t'organises, et puis on va approfondir un peu ce sujet, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il doit y avoir pas mal de gens qui hésitent un peu à se lancer, qui se demandent comment ça se passe, mais s'ils abandonnent leur taf actuel pour faire que ça, est-ce que ça va marcher? Comment ça peut se développer? Quel est leur plan pour arriver à en faire une activité qui fonctionne bien, etc. Donc on va pouvoir aborder tout ça. Alors, moi, j'ai un CDI en mi-temps, enfin en mi-temps, en trois quarts temps. Je suis à 25 heures par semaine. Donc, ce qui me laisse quand même des disponibilités. Je travaille le lundi matin, par exemple, ce qui me laisse le lundi après-midi, le mardi toute la journée. Je travaille le mercredi toute la journée. Jeudi et vendredi matin, je ne travaille pas jusqu'à 16h30 et je travaille le samedi, donc il me reste le dimanche pour bosser aussi en éduc. Donc en fait, je couple mon temps entre les deux, ce qui me laisse quand même un joli panel d'heures pour pouvoir bosser en éduc. Et, euh, et puis voilà. Alors moi, je suis pas une fan de la pub à outrance. Je suis pas, enfin voilà, ça fait partie de mon fonctionnement. Hein. Euh, la mise en avant à tout prix, non, c'est pas mon truc. Donc moi, je laisse faire le bouche à oreille. Et là, j'avoue que depuis le début d'année, ça va enfin, c'est plutôt sympa. Bon, mis à part la période Covid où là, Mm. ben, gros coup de frein. Hein. Et je laisse développer gentiment comme ça. Donc moi, ça me permet d'avoir une clientèle qui finalement se fidélise. Et puis, euh, et puis d'autres par le bouche à oreille qui arrivent et c'est sympa. Voilà. Ouais, c'est chouette. Super. Voilà. Merci pour les retours son, ça a marché du premier coup, je suis assez content de moi. J'avoue que c'est quand même cool quand ça se passe comme ça. Et donc avant, tu nous as dit que tu avais commencé l'éduc, puis arrêté, puis repris, etc. Tu as eu plusieurs phases. Est-ce que tu as toujours été en cumul de plusieurs activités ou ça t'est arrivé aussi d'avoir une période où tu étais à temps complet sur cette activité-là? Comment ça s'est déroulé au fil de l'histoire en fait? Alors en fait, en 2006-2008, je me suis formée euh, en-
j'aime pas trop le dire parce qu'en fait, on pense que c'est extrêmement péjoratif, mais ça l'est pas tant que ça. Je me suis formée via une formation, comment on appelle ça, Formation à par distance, en Internet, ligne, là, à ouais, distance, voilà. d'accord. Et dans le même temps, je travaillais. Donc voilà. Et j'ai commencé à faire mes armes en SPA, tout simplement. Super. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, c'est bien hein, ce que j'apprends, c'était top, j'apprenais plein de choses. Beaucoup de théorie, mais la théorie, ça fait pas tout. Et si on ne mange pas du chien, ben, ma foi, enfin, on peut pas progresser correctement. Donc, j'ai fait un petit peu de SPA. J'ai vite laissé tomber parce que le côté un peu trop pauvre chien malheureux qui est derrière ses barreaux et on va pas le respecter en tant que chien. Donc ça, il y a eu des quiproquos qui ont abouti à des morsures sur les soigneurs, pas sur les soigneurs, mais sur les bénévoles. Et moi Mhm. j'ai dit non, mais attendez, c'est soit on fait les choses correctement et on essaye de replacer ces chiens avec un minimum d'éducation soit j'arrête, quoi, parce que moi, je me casse pas la tête à bosser, enfin, à bosser les chiens. Je les bossais pas tellement, je venais pas là pour bosser les chiens, mais au moins pour les préparer, pour avoir un futur un peu sympa. Enfin, Mhm. c'était, dans mon esprit, c'était un peu ça. Et puis bon, après, j'ai arrêté parce que ça me crevait le cœur de me dire, bon, bah voilà, t'as bossé. Puis moi, il me collait systématiquement les rotes, enfin, toutes les 4-1. Mhm. Donc, d'accord, mais moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait si je peux pas venir? Il y a un suivi, oh, je revenais une semaine après, c'était mort, quoi. Les chiens, ils Ouais, avaient c'est été clair. sortis n'importe comment, il fallait tout recommencer. J'ai dit, bon, écoutez, moi, c'est pas la façon dont j'espère avancer pour les chiens, pour leur bien-être, pour leur adoption. Mhm. C'est tout, stop. Après, le contexte refuge, association de protection animale ou ce genre de choses, c'est assez particulier. Je suis super Mm. content de t'entendre dire que tu as fait tes armes là-bas quelque part parce que c'est vraiment une super bonne optique pour démarrer, soit quand on a peu d'expérience, soit même quand on en a pas mal parce que on a un panel de chiens hyper riche, hyper diversifié, de tous les gabarits, tous les caractères, tous les passés, plus ou moins traumatisés. Il n'y en a pas du tout, il y en a très, ça dépend, mais c'est un très bon point d'entrée pour venir pratiquer laisse en main. Et voilà, on apprend à faire une marche en laisse avec n'importe quel type de chien, on apprend à faire un ordre d'obéissance particulier avec n'importe quel chien, gérer une situation, etc. Donc c'est vrai que comme mise à l'épreuve, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Et moi je sais que j'ai énormément progressé depuis que je suis bénévole. Alors c'est Fondation Assistance aux Animaux, mais le principe de refuge, etc. est un peu le même. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a pas mal, comment dire, ben voilà, en refuge, c'est sûr que les gens se regardent un petit peu. Ça a tendance à discuter aussi pas mal entre bénévoles, entre associations, etc. Donc il faut trouver un terrain d'entente aussi avec toutes ces parties prenantes là, c'est sûr. Moi j'ai la chance d'avoir un refuge où ça se passe vraiment super bien. J'en suis très content. Mais derrière, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits accros parfois au niveau de la vision des chiens, au niveau des façons de faire, etc. Ça c'est clair. Voilà. Ah non, mais moi, clairement, ça m'a vraiment dégoûté parce que voilà, je me suis investie sur plusieurs chiens. On m'a demandé bah, si je voulais enfin, intervenir auprès enfin, des adoptés, faire les visites, le contrôle, le machin. Ça a pris une proportion qui me plaisait pas parce que c'était trop idéalisé. Mhm. Ok, Voilà, un chien en appartement, ça peut pas être heureux, mais si, quoi. Il suffit de lui donner ce dont il a besoin, et puis voilà. c'est sûr. Mais voilà. Après, donc, après ça, bah, du coup, j'ai dit, bon, maintenant, je fais quoi? Alors, donc, dans ma formation, on a abordé à peu près tous les types d'éducation possibles, hein, que ce soit le traditionnel ou le positif. Alors ça a fini par aller plus vers du positif, mais moi j'ai retrouvé pas mes petits non plus. Euh, Moi j'aime bien quand les choses sont équilibrées. Donc bah, il y a des chiens, ils ont besoin
d'être dans le positif, etc., en étant ouvert d'esprit, hein, donc pas que l'un ou que l'autre, mais en maniant un peu les deux. Et puis après, j'ai été pareil bénévole dans une association de protection des chiens de berger de Savoie. D'accord. C'est des chiens endémiques en Savoie. À l'époque, j'étais en Savoie, hein. Ok. Donc, ces chiens-là sont clairement en voie d'extinction, non reconnus FCI et encore moins SCC, alors que ce sont les chiens du cru, qui sont des chiens ultra, ultra polyvalents. Ils sont assez sympas. Donc, j'en ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois, j'en ai eu jusqu'à 4 en famille d'accueil. En studio, Et il fallait gérer. Et t'as réussi malgré tout. Ouais, carrément que j'ai réussi. Ouais, c'est chouette. Plus ma chienne, plus ma petite chienne, donc ça faisait 5 en tout. Bah ça se gérait, hein. Nickel. Les 5 en laisse et roule ma poule. Alors il faut savoir que ces chiens-là, ils venaient de la montagne, hein, donc ils connaissaient pas la ville. Moi j'étais à Chambéry, enfin bon, voilà. Il a fallu rééduquer, donc je les ai pas eu les 5 d'un coup, mais du coup on était en syndrome de privation. Et il a fallu gérer ça. Et c'est rigolo parce que tous les chiens venaient du même endroit et tous les chiens n'ont pas eu la même. On sentait bien qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus sensibles, ça allait être plus long, et puis d'autres, en l'espace d'une semaine, c'était réglé, quoi. D'accord. J'en avais un, je l'ai gardé 3 ans, et lui, en 3 ans, il a bien progressé. Par contre, impossible de le mettre au cliqueur, impossible de le mettre à la bouffe au départ, impossible. Le seul truc qui l'a vraiment éclaté, c'est quand je l'ai pris, je l'emmenais en club d'éducation, tout bêtement, collier chaînette, gentiment, et juste le bruit du cliquetis du collier, il me regardait, je disais oui, bon ben voilà, c'était fait. Et il a pris confiance et c'est devenu un super chien, quoi. Ouais. Puis tu as dû observer aussi dans cette expérience, je pense, pas mal de déclics. Je trouve que ça fonctionne pas mal comme ça, en fait. Des grosses marches d'escalier selon les moments, selon les choses, des expériences, ce que tu pratiques avec ton chien et tout ça. Je trouve que ça marche quand même pas mal avec une bonne phase d'avancée, puis après ça stagne un petit peu, on ne sait pas trop où on est, etc. Puis un nouveau déclic, une bonne petite phase d'avancée, etc., etc. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir cette courbe de l'apprentissage, en fait. C'est un petit peu ça qu'on décrit là. Carrément. Suite à ça, j'ai rencontré Emmanuel Poupion. Donc c'est chez lui que j'allais en club avec ce fameux chien, plus ma petite chienne, hein. Donc moi j'étais à Chambé, lui il était à côté de Grenoble. Donc lui il a fait deux chiens, 2 finales RCI. Alors je sais plus comment il s'appelle le championnat national du truc là, de RCI. Donc ça apporte beaucoup parce que là on est sur du dressage pur. Ouais. Et du coup, encore une fois, on avance. Encore une fois, on avance. Après, il a été question que je parte. Donc, les chiens, ils restaient dans leur région. Donc, il a fallu les rendre. Et puis entre-temps, j'ai pris une petite chienne berger hollandais. Et le temps du déménagement, etc., je l'ai emmené dans un autre club qui était un peu plus près de chez moi pour débourrer un petit peu, pour voir un peu ce qu'elle pouvait me proposer en mordant, parce que j'avais envie d'essayer ça aussi. Et en fait, j'ai essayé plein de choses. Et du coup ça m'a apporté plein d'expériences différentes et des clés pour gérer les chiens au quotidien sur les clients, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu viens de dire, tu as dit dans ta petite présentation que tu avais un terrain et que ça te facilitait un petit peu l'organisation, la logistique, ou que ça te rendait un peu le travail plus confortable. Est-ce que tu continues d'intervenir à domicile quand même, ou tu te gardes plutôt sur le terrain, plutôt domicile, un mix des deux, sur le terrain du particulier, du collectif? Comment tu t'organises de ce point de vue-là? Alors, le collectif, je n'ai pas encore commencé.
Moi, j'essaye de m'organiser de manière. Alors, les évaluations, je les fais à domicile. Mhm. Parce que souvent, entre ce qu'on me dit au téléphone, ce qu'on me montre sur le terrain et ce qui se passe à la maison, on a quand même une grande marge de manœuvre. Et j'aime bien voir le chien évoluer chez lui. Ouais, tout à fait. Je te rejoins là-dessus parce que finalement, les gens, là où ils ont besoin d'aide, c'est la plupart du temps chez eux, dans leur quotidien. Et Ouais, on sait par expérience que entre le discours qui est tenu et ce qu'on peut observer, parce qu'on va avoir un peu l'habitude de lire un chien, de savoir que tiens, dans telle pièce, il va être plus ou moins stressé, ou alors tel ou tel type de comportement, très important aussi sur la stéréotypie, les tocs ou ce genre de choses. C'est extrêmement important de le voir dans son quotidien, c'est sûr. Après, le voir sur terrain, ça peut avoir aussi des avantages dans certaines situations, faut pas l'oublier, hein. Mais c'est vrai que l'évaluation à domicile, elle a quand même du sens pour savoir simplement quel problème on va affronter, quel problème on va devoir résoudre, et le comportement aussi de la famille au quotidien avec le chien. c'est C'est aussi ça. ça qui est hyper important, je trouve, et ce qu'on essaye de travailler pas mal, euh, pour voilà, arriver à gérer, que les gens soient capables de gérer leur chien au quotidien, tout à fait. Bah, disons qu'il y a le discours de la famille. Alors, c'est rigolo parce que forcément, en général, il y a le papa, la maman, les enfants. Et il y a le discours du papa, le discours de la maman et le discours des enfants. Et au milieu, il y a le chien qui Ouais. regarde tout ça et qui leur dit: non, mais vous avez fini de me raconter des âneries là? Attends, je vais lui montrer à elle la réalité du truc. Ouais. Et là, en général, je leur décris ce qui se passe avant même qu'ils ouvrent la bouche, quoi. Mm, Et bah, comment vous le savez? C'est lui qui m'a dit. Et je montre le chien, c'est lui qui m'a dit. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. On peut pas leur mentir, et ils nous mentent pas. mm. Donc j'aime beaucoup aller chez les gens. Après, s'il y a besoin de travailler en extérieur, en ville, sur le marché, aller faire une balade, euh, sur des chiens un peu timides, j'aime bien prendre ma chienne. Il y a zéro contact parce qu'elle aime pas particulièrement les contacts avec des congénères qu'elle ne connaît pas. Mais par contre, elle va montrer le chemin parce elle va être à l'aise, hein, elle sait faire certaines choses. Donc, elle montre. Et c'est l'imitation, en fait, c'est l'apprentissage par imitation qui va redonner confiance au petit chien. Ouais. C'est vrai, Et comme moi, je suis là, bah, je fais, en fait, on dévie l'attention du maître qui fait moins attention à son chien et du coup, le chien se détend beaucoup mieux, la laisse se détend et ça marche tout seul. J'ai de la chance d'être dans une région où les gens ont encore ce bon sens paysan. ouais. Donc, comme il y a ce bon sens de la terre, il y a encore cette espèce d'instinct où on va laisser faire l'animal. D'accord. Est-ce que tu sens justement, parce que moi je suis plus sur un milieu urbain, on va dire la très large banlieue parisienne, mais bon, ça reste assez urbain, sans être parisien non plus évidemment. C'est vrai que moi je suis assez souvent confronté à des gens qui sont plus en appartement ou alors en pavillon avec un jardin qu'on va qualifier de modeste. Euh, Est-ce que tu sens des fois, si tu as plus l'habitude d'aller en clientèle avec peut-être plus de terrain, plus d'activité, ou le chien est peut-être plus souvent dehors ou ce genre de choses, est-ce que tu sens que ça apporte un petit équilibre quand même, ou alors on va dire le, la plus faible considération que les gens peuvent avoir pour leur chien leur dessert? C'est pas forcément bien exprimé, mais je pense que tu vois un petit peu l'idée. Ouais, très sincèrement, je trouve qu'un chien d'appartement est beaucoup plus équilibré qu'un chien de maison, de pavillon. D'accord. Parce qu'il va en ville, il est confronté à Ouais, certaines choses. Voilà, ils c'est sont ça. obligés de le sortir. Donc, bah, ils connaissent ce qu'il a à connaître depuis le départ. Puis il y a Après, quand c'est des chiens de récup, ça peut être plus compliqué. Mais en général, les chiens d'appartement sont plus équilibrés. ouais, Enfin, moi, je les trouve plus équilibrés. Les miens aussi, hein. C'est facile le jardin, hein. ouais. Ben, La porte, hein. il y a ce côté appartement où c'est sûr qu'à chaque fois que le chien va être dehors, en extérieur, il sera avec son propriétaire. Donc rien que de partir sur ce principe-là, on peut gagner déjà un peu en relation, on gagne en imitation, parce que l'imitation que tu as mentionnée avec ta chienne, envers les autres chiens, ça marche super bien évidemment, c'est un levier d'action absolument fabuleux pour travailler certains soucis.
mais je pense aussi que ça fonctionne bien avec l'humain. Et que Carrément. l'imitation sur l'humain, elle est aussi présente, elle est aussi là, et on peut parfois l'utiliser. Alors on voit ça assez clairement sur, par exemple, s'il faut passer sur un endroit qui est un peu étroit, où le chien ne sait pas trop la matière que c'est, etc. Bah, le propriétaire va passer, le chien va être invité à suivre. Ça, c'est une première chose. Mais aussi et surtout dans tout ce qui va être émotionnel et comment dire, ressenti intérieur. D'accord, le mimétisme sur ce point de vue-là, il est absolument fabuleux. La lecture du non-verbal de nos chiens envers nous est juste absolument fabuleuse, et c'est pour ça qu'ils sont si merveilleux. C'est aussi qu'ils soient capables de ressentir vachement nos émotions et de se calquer là-dessus. D'accord, moi, un concept que j'inclus de plus en plus, que j'essaye de vachement diffuser en ce moment, c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir les émotions qu'on a envie que notre chien ait. D'accord, il faut essayer de se projeter dans ce truc-là et de se dire, bah, mon chien il est excité, c'est en nous, si nous on est calme, qu'on va arriver à transmettre un petit peu ce calme. Si notre chien au contraire il est un peu calme et on va faire une activité excitante, ça marche aussi dans l'autre sens. On va nous mettre de l'émotionnel excitant, du non-verbal excitant pour venir induire cela. Et souvent en fait on est dépassé par la situation, on n'y fait pas attention parce que c'est hyper inné et ça produit aussi des réflexes. Quand on travaille typiquement sur le saut, un chien qui saute sur ses propriétaires, les gens vont avoir tendance à lever les bras, à lever les mains ou à repousser le chien. Tout Oui, ça, oui. tout ça c'est du réflexe, d'accord? Donc c'est pas que les gens font mal, c'est juste que c'est purement du réflexe. Et le mimétisme a aussi à voir là-dedans, j'ai l'impression, aussi du côté voilà, émotionnel, ressenti, ce qu'on envoie à travers notre ressenti, notre non-verbal, et tout ça. Oui, puis les gens ont perdu ce sens de l'observation aussi. Ouais, ouais, je te rejoins un petit peu là-dessus, Et c'est sûr. du coup, la lecture se fait beaucoup plus difficilement, quel que soit le chien en question. Euh, on retrouve avec, enfin, moi je le vois quand j'essaye, enfin, oui, quand j'essaye de transmettre mes gestes. Alors, Mm. ils peuvent se l'approprier, c'est pas le souci, mais euh, ou individualiser. Mais quand j'essaye de transmettre le geste, ils vont regarder avant tout le chien. Et souvent, je leur dis, arrêtez de regarder votre chien, c'est pas votre chien qui est important, c'est ce que moi je lui montre, Mm, mm. que vous allez lui montrer par la suite. Et à chaque fois, ça marche, hein, le coup du bras en haut, le chien qui saute. Mm, Bah mm. oui, il est attiré par ce qu'il montre, il veut aller voir, Ouais, c'est tout clair. simplement. Il y a, il y a Sandrine qui nous dit dans le chat que le chien est une éponge. Je la rejoins tout à fait là-dessus. C'est Vraiment, oui. absolument véridique. Et 80% du travail se fait sur les propriétaires. Qu'est-ce que tu penses de ça? De l'équilibre sur le travail entre le propriétaire et son chien. Alors oui, 80%, peut-être pas autant. Moi, je mettrais pas autant, je mettrais du 60-40. D'accord. Je mettrais du 60-40 parce que le chien, en fonction de son histoire, bah, il va s'habituer à certaines situations ou retranscrire d'autres choses. Et du coup, on va avoir un déséquilibre. Et l'émotionnel du chien va passer avant même celui du maître, finalement, au départ. C'est Et une clair. fois qu'on a calé le chien, et ben, on va pouvoir caler le maître aussi parce que ben, on lui montre, quoi. On lui Ouais. montre dans quel sens il faut aller. Moi, sur ce sujet, je suis absolument fan du cas par cas. Ok, Ah, complètement. c'est-à-dire que fixer une règle ou bon, c'était une des phrases que j'avais eues dans une autre émission d'abord précédente, pardon, où on disait, j'avais proposé à la personne que je recevais, la phrase suivante, c'était on n'éduque pas les chiens, on éduque les maîtres. En fait, ça dépend complètement de la situation. Il y a C'est vraiment ça. zéro règle là-dessus, c'est hyper dépendant de la situation. C'est sûr que le maître pourra toujours progresser dans la manière qu'il a de communiquer avec son chien. C'est évident qu'il pourra toujours progresser. Donc même un maître qui est déjà très très bon et qui a des bonnes habitudes, des bons réflexes, des bons gestes, une bonne gestion de ses émotions, etc. pourra toujours progresser. Le chien c'est pareil. Je pense que en partant d'un point A, on peut toujours arriver à travailler des choses un peu différentes qui vont faire en sorte Mhm. qu'il progresse. Et ensuite c'est vraiment du cas par cas. Je le vois aussi beaucoup ça avec les adoptions de refuges que je suis derrière en éducation. C'est extrêmement du cas par cas. Parce que là, en plus, la situation refuge et adoption, on est vraiment sur une famille qui adopte un nouveau chien, enfin un chien, et du coup, on a les deux caractères qui se rencontrent, comment ça va fonctionner, etc. Et j'ai vu des moments où
le chien était absolument presque réglé, j'ai envie de dire. Enfin, quand je dis réglé, c'est en tout cas avait un comportement au quotidien qui convenait à la famille. Mais la famille n'était pas du tout à l'aise dans les interactions qu'il avait avec le chien, ne pouvait pas lui communiquer ça, etc. Donc c'est là où nous, ça nous fait un petit peu mousser, entre guillemets, parce que le chien fonctionne déjà bien et donc on n'a plus qu'à mettre notre manière de communiquer et de communiquer avec le chien pour montrer aux gens que c'est possible. C'est souvent ça qui est un peu impressionnant quand on prend en main des chiens. Mais de l'autre côté, il y a aussi la version, les maîtres sont déjà compétents, ils ont déjà des bons réflexes, des bonnes habitudes, mais au contraire, le chien, eh ben, il faut vraiment le bosser parce que c'est lui qui a intrinsèquement peur des chiens, qui est intrinsèquement agressif avec les humains, qui a peur de tel ou tel objet, enfin peu importe la situation. On peut avoir aussi des maîtres qui se comportent très très bien, mais le chien, ben voilà, il a un souci propre à lui, et même si on a un super maître, on va quand même travailler forcément le chien. Et évidemment, tout un mix des deux, tout l'intervalle, toute la palette de sensibilité possible entre tout ça. Et donc je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est absolument du cas par cas. C'est assez rare, mais voilà, je tiens à revenir là-dessus parce que c'est quand même important de dire que c'est vraiment du cas par cas. Des fois, le chien est vraiment super bien dans ses pattes et il faut beaucoup bosser le maître, c'est vrai. C'est peut-être la plupart du temps la situation, on peut se dire ça. Mais il y a quand même des moments où le maître a déjà des bons réflexes, des bonnes habitudes, une bonne manière de communiquer et le chien derrière, il a des soucis propres à lui, quoi. Il y a Marlène qui nous dit que l'humain parle trop et n'observe pas. Alors coucou à Marlène pour commencer. Et puis ensuite, c'est vrai Marlène. Que l'humain parle beaucoup. Et en fait, j'ai eu cette discussion tout à l'heure avec un client, d'ailleurs, quand je revenais de cette séance-là en fin d'après-midi, où finalement, je leur ai expliqué que le nom du chien, il ne savait pas forcément que c'était son nom. D'accord, le chien ne sait pas forcément comment il s'appelle. En fait, c'est juste par apprentissage, en tout cas c'est ma position sur le sujet, que par apprentissage, le chien sait que telle sonorité, telle intonation de voix, telle situation, etc., ça veut dire « regarde mon maître ». Simplement ce message-là, mais il ne sait pas que c'est son nom. Et en fait, quand on dit que l'humain parle au chien, eh ben, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des mots pour leur parler, mais en fait, il faut juste leur communiquer. Et c'est là où tout le non-verbal rentre en jeu. Oui, carrément. Mais moi, ce que je fais dans ces cas-là, au maître, je lui dis, mais il connaît bien il connaît bien son nom, votre chien. Par contre, ce qu'il ne connaît pas, c'est la suite. Qu'est-ce que vous lui demandez? Ben, je lui demande ça. Ben non, vous l'avez juste appelé. Donc, il vous regarde. Il attend la suite. Ouais, c'est clair. Ah, ben montrez-lui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et les gens, enfin, en général, les maîtres sont là à réfléchir, à se dire, ben oui, ou alors ils se mettent beaucoup de pression et on a beau leur dire, leur expliquer, ils n'y arrivent pas parce qu'on les regarde, parce qu'on regarde le chien, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que... Et je leur dis, mais on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous aider. Si je vous malmène un petit peu, c'est pour vous aider à progresser dans la communication avec votre chien. C'est clair. C'est vrai que je suis pas toujours tendre. Ouais. Je suis pas toujours tendre avec les maîtres parce que j'ai envie de leur mettre un électrochoc pour qu'ils comprennent bien que voilà quoi, le chien il est pas idiot, mais il sait très très bien à qui il a affaire, il a que ça à faire de sa journée d'observer ses maîtres. Oui, tout à fait. Puis derrière, ça peut permettre des fois d'arriver à travailler avec le chien sous des angles différents, et ça permet aussi quelque part de stresser un peu le maître pour que le maître sache communiquer avec son chien en situation de stress. Parce que on imagine que sur un rappel ou sur ce genre de choses, comment dire, si le maître, le propriétaire voit son chien partir, et ben forcément il va se mettre peut-être à stresser, à se dire qu'est-ce qui se passe, il va loin, je le vois plus, etc. Machin. Ou alors dans une situation où notre chien va être agressif avec les autres chiens en laisse, peu importe, et ben quand le maître va voir son chien commencer à démarrer, etc., s'il le voit toutefois, ce qui est un truc important à travailler sur la lecture du chien, lui aussi va se mettre à stresser. Donc travailler en situation de stress, je suis d'accord avec toi, dans la pédagogie, ça peut vraiment être important. Alors, je le fais pas systématiquement, je vais le faire vraiment quand ça me... Quand je vois que ça avance pas. Parce que le but, c'est d'avancer, c'est de faire en sorte que les gens gagnent en autonomie avec leur chien. Moi,
Moi, j'ai pas envie de... Enfin, à force de ne pas réussir, qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont penser, ah bah, elle a pas su dresser mon chien. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, sur l'attente de résultats, c'est clair que là, Voilà. il y a un grand débat. Sauf qu'avec moi, ça marche et pas avec eux. Donc, si ça marche avec moi, ça devrait marcher Ouais, avec eux. Si c'est ça clair. marche pas avec eux, bah, C'est sûr. soit je, soit je sais pas transmettre. Et voilà, et c'est là où on en vient au fait, au sujet, et qui recoupe une autre phrase que j'avais sortie avant, c'est j'aime pas les chiens, j'aime pas les humains, pardon, je préfère travailler avec les chiens. C'est justement là où dans le job, pour parler d'éducation canine, comme on en discute ce soir, c'est vraiment bosser le maître aussi, dans le sens où on va lui apprendre à gérer son chien, on va lui apprendre tout ça. Que Voilà. nous, en tant que pro, on soit capable de gérer le chien, c'est une première étape. Il la faut, elle est nécessaire. C'est là où l'expérience refuge, c'est là où les formations, ou la prise en main, ou faire des disciplines avec son chien, etc. va nous faire progresser. Mais l'étape finale, c'est que si nous on est capable de le faire, mais le maître non, c'est qu'on doit travailler sur notre pédagogie avec l'humain. Et c'est là où il y a un très gros sujet sur la pédagogie avec l'humain. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que après, il y a aussi une question de feeling, hein, parce qu'il y a des gens avec lesquels ça va passer mieux que d'autres. Et il faut sacrément se remettre en question. C'est là où Et j'ai des une... fois, c'est vrai que je suis pas tendre où je vais monter dans les tours parce que finalement, c'est le chien qui empathie à chaque fois. Et c'est ça qui m'agace, en fait. Ouais. Puis ça peut être les gens aussi s'ils n'obtiennent pas la vie Ah, mais quotidienne carrément, donc carrément. Et qui est c'est ce que je agréable leur quoi. dis. Je leur dis, mais attendez, si on fait pas ça dans ce sens-là, on va perdre du temps, et vous et moi, et le chien, hein. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est pas grave. Je vous explique. Par contre, pendant le temps entre deux rendez-vous, prenez le temps de travailler un peu cet exercice-là en particulier, parce que c'est celui qui est le plus compliqué à obtenir. Moi, quand on me dit oui, je veux pas donner de friandises à mon chien, je dis mais rassurez-vous, moi non plus, je suis pas là pour nourrir votre chien. Moi, j'aime bien démarrer avec la friandise. Et en général, au bout de la première séance, je démarre à la friandise. À la fin de la séance, on est juste à la caresse ou à la voix. Et après, je vais, en fonction du nombre de séances, je vais panacher et je vais redonner un petit peu Mm, d'envie au chien. mm. Ouais, c'est clair. Mais sans qu'il soit sur la bouffe. Moi, je suis pas là. Et ce que je leur dis tout le temps, je suis pas là pour nourrir vos chiens, moi, hein. C'est sûr. Il y a Sandrine qui rebondit dans le chat en disant qu'elle est adepte des balades silencieuses et que trop d'ordre tue l'ordre. C'est tout à fait vrai. Carrément. Ouais, c'est tout à fait vrai. Carrément. Pour que ça ait de la valeur, il faut que ça soit un petit peu rare ou en tout cas dit au bon moment, sorti au bon moment et les notions de timing sont évidemment extrêmement importantes. Pareil Jean-Claude qui nous dit que le nom du chien n'est pas un ordre ou un commandement. Alors, petite réflexion là-dessus. Oui, dans le sens... Enfin, oui et non. Ça commence souvent comme ça, oui et non. Ça dépend, c'est l'autre version aussi. Le nom de chien n'est pas un ordre ni un commandement. Oui, dans le sens où, par exemple, c'est pas un rappel, c'est pas un assis, c'est pas un arrête de sauter, c'est pas un marche au pied, c'est pas un mange pas ce qu'il y a par terre là. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si on s'imagine que nom du chien, ce qui se cache derrière, c'est porte ton attention sur moi. Eh ben, est-ce qu'on peut pas le visualiser un petit peu comme un ordre et le travailler presque comme un ordre? Et je pense, moi, que je serais plutôt dans cette manière de voir là. C'est-à-dire que le nom du chien, il est là pour dire, comme si un ordre disait porte ton attention sur moi. Alors, nous, souvent, ce qu'on va regarder, c'est le regard. Ce qu'on va renforcer, ça va souvent être le regard. Mais voilà, ça peut être aussi le chien qui tourne l'oreille. C'est déjà un premier signal qui tend l'oreille et qui l'écoute et qu'il a compris que ce mot-là voulait dire porte ton attention sur moi. Donc, Alors moi, maintenant, je je parle à voix basse. Ouais, bah oui, ils n'ont pas besoin, oui. Je chuchote beaucoup. Ouais. Je chuchote beaucoup, alors pas avec les clients, mais surtout avec mes chiens, hein. Enfin, si, avec les clients, je leur enseigne aussi. Parce que des fois, c'est ah si, et ça hurle là-dedans. Je dis, mais pourquoi? Mais votre chien est sourd? Bah non, pourquoi? Bah criez pas, tout va bien. C'est sûr, après, l'intonation fait partie du non-verbal qu'on transmet, en fait.
Mais je Voilà. suis d'accord que de Et travailler en en fait, calme. je me sers beaucoup de mes mains pour leur montrer. Je leur dis, mais votre assis, vous dites assis sur un chien debout, ça marche pas. Vous faites assis, ça lui pose les fesses et je montre. Et là, ils comprennent. C'est clair. C'est clair, et ce qu'il faut bien comprendre aussi dans ces histoires d'intonation, c'est que moi je le vois souvent comme garder une intonation proportionnelle à l'excitation du chien. S'il est calme, il n'y a aucune raison de monter dans les tours en fait. Il n'y a vraiment aucune raison. Derrière, si on commence à travailler sur des situations avec un petit peu plus de stress, un peu plus d'excitation, pourquoi pas, si ça fonctionne, venir mettre un petit peu d'intonation là-dedans. Pourquoi pas. Mais c'est sûr que si on gueule tout le temps, bah, quand on aura entre guillemets besoin de gueuler, il n'y aura plus grand monde en fait. Ça sera normal pour le chien et c'est un problème. Que ça soit normal de se faire engueuler, c'est pas cool. Bah, c'est comme ça qu'il le prend, en tous les cas, même si c'est pas interprété de cette Et façon-là. ouais, tout à fait. Voilà. Puis en fait, on vient banaliser quelque chose qui est censé être exceptionnel. Si toutefois on l'utilise, parce qu'on peut très bien ne pas l'utiliser, une intonation forte ou ferme, on peut très bien ne pas l'utiliser, s'en sortir très très bien. Hein. C'est pas ça, mais si on doit l'utiliser, il faut que ça reste exceptionnel ou en tout cas assez rare. Ça c'est clair. Tu parles pour les particuliers, Jean-Claude. Oui, tout à fait, mais j'avoue que c'était assez intéressant d'avoir ce petit cheminement-là dans ma tête, de prendre le nom du chien comme un ordre qui ramène l'attention du chien sur nous. Je pense qu'en tant que professionnel, on gagnerait pas mal à y réfléchir de ce point de vue-là, même si je te l'accorde pour les clients, effectivement, il faut toujours rajouter l'ordre qu'on souhaite derrière, et je leur explique aussi comme ça. Mais je pense que de le visualiser comme ça pour les pros, ça peut être pas mal. Ouais, non, moi, l'ordre, enfin, le nom, c'est vraiment pour interpeller le chien. Exactement. C'est pas, voilà, c'est pas, Exactement. enfin, euh, idéalement, l'ordre devrait suffire, mais comme la plupart du temps, il faut reprendre tous les commandements de manière à avoir un minimum de suite logique pour les mettre. Le nom du chien, quand le chien il est déjà 50-60 cm devant sur une marche au pied, Mhm. le nom du chien, ça lui rappelle que ah ben non, c'est pas là que je dois être. Ouais, c'est sûr. Grosso modo, Bah, et je reviens au pied. on lui rappelle qu'on Euh, existe, quoi. on lui rappelle, hé Coco, dis donc, c'est pas comme toi tu veux, c'est pas la fête, voilà. Tu prends une initiative qui est pas la tienne, non, c'est pas bon. Et ça marche bien. Et ça Mhm. marche bien. Et moi, j'aime beaucoup les bruits, les appels de langue, les bruits de bouche, les petits coups de sifflet très brefs, etc. Parce que finalement, ça leur parle beaucoup mieux Ouais. aux chiens. Mhm. Ça leur parle beaucoup, beaucoup mieux. Bah, ouais, ça fait partie du package de stimulation Ouais. possible pour attirer leur attention, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Je, Nous, le fait est que je pense que nous, dans notre monde d'humain, on aime bien avoir un nom parce que, ben voilà, on donne des noms à nos animaux, parce qu'on aime bien fonctionner comme ça, et c'est pratique pour nous parce qu'entre humains, on s'appelle par nos noms, etc. Mais il est clair que le nom du chien, ça pourrait être le bruit d'un clicker, que ça fonctionnerait pareil. Hein. ah ben complètement. À condition évidemment de l'entraîner comme il faut et de le monter comme il faut, évidemment. Mais voilà, ça peut être une clochette ou n'importe quoi. C'est une histoire d'apprentissage finalement. Alors, sur les gens qui savent pas siffler, parce que oui, il y en a, Ouais. je dis claquer des doigts. Le Mhm. claquement de doigts fonctionne très très bien. La gestuelle fonctionne très très bien. C'est clair. Voilà. Sur des chiens un peu nerveux, c'est juste fantastique. C'est sûr. Il y a Sandrine qui nous dit que le problème, c'est que la moitié des chiens ne connaissent même pas leur nom. C'est C'est vrai. vrai. Alors la moitié, je sais pas, j'ai pas de pourcentage, mais en tout cas beaucoup, 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 beaucoup. Et encore plus, je reviens sur mon histoire de refuge, mais encore plus en refuge, où parfois, alors ils ont un nom avant selon leur situation qu'ils étaient avant, mais parfois c'est l'association qui leur donne un nom, ou voilà, ça dépend un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que très très souvent, les chiens ne connaissent pas leur nom. Alors en refuge, on peut se dire que c'est un petit peu normal parce que voilà, ils n'ont pas forcément un propriétaire particulier sur lequel se raccrocher qui peut lui apprendre. Mais ça se retrouve aussi chez des particuliers, chez des chiens de famille, chez des gens qui ont un chien depuis un certain moment même. Hein. Et si on ne leur apprend pas leur nom, effectivement, ils ne le connaissent pas. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est souvent, hein. C'est C'est souvent. souvent, c'est souvent. Quand on arrive, les gens, ils sont là, ils appellent leur chien, et le chien, même pas, il les regarde, quoi. Mm, mm. Je dis, il connaît son nom, ce chien-là? Ouais, Bah oui. Bah non. Bah non, regardez. c'est sûr. Alors j'appelle le chien, et puis le chien, il vient pas, et puis il me regarde pas, et puis il n'en a rien à faire. Mm, mm.
Et j'ai dit, bah voilà, votre chien, il sait pas qu'on s'adresse à lui, il n'a pas appris. Vous pensez qu'il a appris, mais non. Ouais. Puis c'est une notion hyper importante parce que dans beaucoup de traitements de troubles du comportement, on va avoir besoin de recentrer le chien un peu sur nous, de réattirer son attention, de le refaire venir. Donc on va pas aborder vraiment les manières de gérer les troubles du comportement, mais c'est quelque chose de hyper important pour simplement arriver à capter l'attention de son chien. Et ça, c'est très 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 important. Mais quand on arrive chez les gens, la plupart du temps, on a quoi? On a du assis et basta, hein. Mm, mm, Il y a le c'est sûr, assis qui est acquis, et puis quand on demande s'il sait se coucher, c'est bah clair. oui, il sait se coucher. Bah oui, mais Euh, non, non, il sait pas se coucher. c'est sûr. Bah, après, c'est toute une histoire de généralisation aussi des ordres. Si on reprend Ouais, l'exemple du nom, bon ben voilà, si on est dans la maison, dans le jardin, n'importe où, dans la rue qu'on a l'habitude de prendre, il va peut-être connaître son nom. Mais s'il voit un chien, un vélo, un jogger, un machin, un truc, il va peut-être l'oublier son nom. Enfin, il va être pas capable de le, de le reconnaître, en tout cas dans cette situation-là. C'est là où toute la généralisation de l'obéissance rentre en compte. Euh, ouais, on appelle ça l'audition sélective, hein. Ça dépend, ça dépend. Moi, je pense vraiment que ça dépend. Je veux dire par là que j'ai tendance à penser qu'on croit trop souvent que le chien désobéit volontairement, alors qu'il Ah n'a oui, pas vraiment appris l'ordre. D'accord. C'est pour ça que sur l'histoire de la désobéissance volontaire, je pense vraiment qu'il y a très peu de chiens, beaucoup moins qu'on le pense en tout cas, qui désobéissent volontairement. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas du tout de punition positive sur de l'obéissance. En tout cas, c'est sûr au démarrage. À l'avenir, ça dépend de la situation, mais ça reste rare. Parce que le chien ne désobéit pas, enfin rarement il désobéit volontairement. D'accord. C'est juste que bah, la situation fait que il n'entend pas, il entend pas son nom, il n'entend pas, voilà, il n'est pas capable de se concentrer dans cette situation, mais comment dire, je pense qu'il faut un peu arrêter avec cette idée que on s'entraîne à ne pas bouger, il y a une stimulation, le chien décroche, d'accord. ouais, mais Mais je ça va pense être la gestion des tout autocontrôles. à fait, mais dans sa tête, je pense pas que le chien se dise tiens, mon propriétaire il m'a demandé à pas bouger, j'en ai rien à foutre, je me barre. Je pense pas qu'il se dise ça. Le chien il se dit juste il y a un truc qui bouge, il y va, d'accord. Donc derrière, Ça ça dépend. dépend. Ça dépend. Ça Non mais tout à dépend. fait, ça dépend. Mais J'en ai une à la maison, elle sait très bien ce voilà. que. Enfin, elle Mais connaît tous les ordres, tout à fait. Mais elle a même fait du dressage, elle a le brevet de défense, hein, mhm. donc elle sait de quoi on lui parle, hein. C'est clair, sur des chiens bien Quand, entraînés, quand, ça peut quand on arriver. n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Quand c'est une absence, c'est une absence. Ouais, ouais. Pas plus tard qu'avant-hier, elle m'a fait un gros fuck sur un rappel. Oui, mais ça existe. Je dis pas que c'est jamais, hein. Ça existe évidemment. Mais en tout cas, Elle, de la punition au- punitive, positive, elle en a jamais eu. Il faudrait. hmm, ça se discute, ouais. Ça se discute. Il faudrait. Mais c'est vrai que là, c'est moi qui coince. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, mon point, c'était vraiment que je pense qu'on a tendance à penser que le chien désobéit plus souvent qu'il ne désobéit volontairement. Ou en tout cas, Mm. il faut dissocier désobéissance volontaire de désobéissance involontaire. Et, Ah bah et complètement. c'est là où il y a vraiment un On peut sujet. pas qualifier, on ne peut pas qualifier de désobéissance quelque chose que le chien ne sait pas. Exactement, exactement. Et je leur dis, enfin moi c'est ce que je dis à mes clients, je leur dis mais votre chien ne le sait pas, il l'a pas appris. Mm, mm. Vous n'avez pas su lui dire, bah on va reprendre les choses parce que là c'est pas juste. C'est clair. Comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose quand vous êtes monté dans une voiture au volant la première fois, il a fallu gérer toute votre émotion, les rétros, le volant, le guidon, les pieds. Vous avez appris. Mm, mm. On vous a pas dit va sur un circuit et fais premier dans une Formule 1. C'est Bon, bah sûr. voilà, le chien fait pareil. Et je donne beaucoup d'exemples comme ça extrêmement concrets et extrêmement variés, de manière à bien faire comprendre que bah, quand on apprend à écrire, on apprend à porter un stylo avant même de tracer une lettre. Mm, mm. Voilà. C'est vrai. Et, euh, et quand on Le- leur parle comme ça, sans entrer dans de l'anthropomorphisme, hein, ça les ramène à eux. Quelque part, ça les ramène à leur moi enfant et aux petits manquements qu'il y a eu pour eux-mêmes quand ils étaient petits. Mm, mm. Et c'est souvent ça. Mm, mm. C'est souvent
Du coup, ils vont faciliter, ça va faciliter ce côté. Ah ben oui, mais oui, s'il sait pas, faut lui apprendre. Je dis par contre, quand il sait qu'il qu'il y a eu une faute avérée, Et et voilà, volontaire, et surtout, c'est ça le volontaire, truc. là, ben voilà. Mm, mm. Maintenant, C'est clair. faut apprendre à jongler avec le volontaire et l'involontaire. Ouais, et à le repérer aussi, c'est ça qui est Et un à petit peu repérer. difficile, quoi. Michael qui nous dit que c'est surtout que certains éducateurs associent mal les mots et les actions. Je te rejoins plutôt là-dessus. Et Biliana qui en formation, il n'y a pas de désobéissance. Tout à fait. Good job, tu as le bon point, Biliana, ça résume bien l'idée. J'ai pas compris je vois pas Elle, qu'est-ce qu'elle avait dit. elle a dit que en formation, donc j'imagine qu'on Ah apprend oui, un ordre, oui, il oui, n'y a pas de oui, 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 tout désobéissance. à fait. Et tout à Bah, fait, bien sûr. rejoins. Et l'idée derrière ensuite, si on va jusqu'à la punition positive, c'est un sujet qu'on pourrait aborder en long, en large, en travers, sans problème. Il faut aussi que si on l'utilise, alors tout un tas de prérequis, etc., imaginons qu'on ait un chien qui désobéit volontairement, il faut aussi qu'à l'issue de ça, il se remette dans l'ordre en fait. Il Ah bah, rebranche sur l'ordre. Et c'est là des fois où on voit des mauvaises utilisations de punitions positives, où le chien, déjà, il subit une punition positive alors qu'il désobéissait pas volontairement, première chose. Ou alors deuxièmement, il subit la punition positive, mais derrière il ne retourne pas dans le comportement qu'on souhaitait, qu'on lui avait demandé et pour lequel il a désobéi. Et si on a un de ces deux facteurs-là, c'est que c'est pas la peine de l'utiliser parce que ça ne fonctionnera pas de la meilleure des manières. Et c'est là justement où on rentre dans les petites mauvaises utilisations de la punition positive, on va dire, et ça devient dérangeant. Ça c'est clair. oui, bah oui, 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 bien sûr. Mais après, c'est à prendre avec des pincettes. C'est comme tout. Il faut rester dans une certaine. La punition positive, si elle est mal calée, le chien, enfin, Ah oui, c'est le clair. chien, ça va pas faire, quoi. Ouais, Non tout à seulement fait. il apprend rien, mais il va s'en prendre encore plus derrière parce que on aura l'impression. Et alors qu'on s'est planté, quoi. Mm, mm. Hein, Ouais, c'est sûr. t'appuies sur le bouton et en fait, tu t'es planté. Puis ça demande une Le chien, il technique. se prend une châtaigne. Enfin, je sais pas. Le chien, ma petite Hollandaise, la première que j'ai eue, elle se l'est auto-faite la punition positive. Mm. J'étais le long d'un champ où il y avait des chevaux. Elle a voulu aller dire bonjour au cheval. Elle a posé ses deux pattes sur le fil. Mm. Et elle a cru que c'est le cheval qui lui avait envoyé la châtaigne. Non, même Non, ça pas. va. Non, même pas. D'accord. Mais elle a fait caille-caille un moment, et ben C'est ça l'a pas sûr. empêché de reprendre des châtaignes derrière, hein, parce elle Ah a ouais, pas percuté tout de suite. d'accord. Mais c'est pas grave, elle a fini par comprendre. Ouais, ouais. Heureusement, elle a pas associé au cheval, mais bon, bah, ma cocotte, bah oui, il y a des fils, ça pique un peu les pattes. Bon, bah voilà, hein. Puis les deux joyeusement sur le fil, hein, donc C'est sûr. Ah, ça fait partie des expériences, on va dire. ça fait partie des expériences. Mais voilà, bah c'est la vie. Puis je me dis, il n'y a pas de punition, il n'y a que des expériences. Mm. Et c'est avec les expériences positives ou négatives qu'ils vont apprendre. Et ça, c'est à nous de leur inculquer. C'est clair. Après, il faut essayer d'arriver à articuler tout ça pour se dire, pour comprendre comment ça se comporte et comment on peut arriver à améliorer, optimiser ou en tout cas clarifier notre communication avec les chiens. Ça, c'est clair. Voilà, et en fonction des chiens, et on est obligé de faire du cas par cas, on y revient, on est obligé de faire du cas par cas parce que, en fonction des chiens, de leur histoire, de leur sensibilité, etc., C'est sûr. de leur vie avec le maître, on est obligé de faire comme ça. Ouais. Même s'il y a un corpus quand même de connaissances, de théories, etc., qui est commun à tous les chiens et à tous les animaux et à tout ça, Bien sûr. nous y compris, sur les théories de l'apprentissage et sur tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que quand j'ai eu une portée de chiots, mes chiots, bah, je savais pas à l'avance chez qui ils allaient tomber, hein. Mm. Et ben, bah, tout petits qu'ils étaient, ils ont eu droit à plein de façons de faire. Et même tout petit.
petits, ils ont eu un petit coup de collier, collier chaînette, parce que je me suis dit, s'ils arrivent chez les gens, on leur colle un collier chaînette, ils connaissent pas. Si je fais tout en tranquillou et puis qu'ils ont ce type de, bah, ils vont pas comprendre. J'ai utilisé le panel éducatif que je connaissais Comment tu dis? pour habituer. Ah oui, pardon, panel éducatif. J'avais mal compris le mot là. D'accord. Voilà, le panel éducatif. Donc, ça a été du collier chaînette sur des petits chiens de quoi ils avaient 6-7 semaines. Ok, Euh, du collier chaînette au clicker. d'accord. Je leur ai enseigné tout ça gentiment, hein, mais voilà, de manière à ce qu'ils connaissent. Ils ont vécu un petit peu à la maison, donc bah, quand ça bardait pour les grands, bah, ça bardait pour les grands, et puis bah, ils ont appris que c'était pas toujours super cool, quoi. Mm, mm. Voilà, parce que je me suis dit, plus ils connaîtront de timbres de voix, de façon de s'exprimer, de voilà, et mieux ce sera pour eux. Les résultats des courses, c'est cool. C'était des petits chiens plutôt bien équilibrés, Ouais, et c'est important, ok. c'est important. Au moins, ils s'adapteront mieux et plus facilement. Ouais. Pour revenir un petit peu sur ton organisation en éducation, etc. Ouais. Est-ce que ton objectif aujourd'hui, c'est plutôt de tendre vers que de l'éducation à temps plein, ou alors tu trouves que ce mix-là te convient? Parce que je pense aussi que voilà, du chien à temps plein, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir gérer correctement. Et avoir une activité annexe, ça permet aussi d'exercer un autre métier, de s'entraîner à d'autres compétences, d'avoir de la diversité, donc toujours pouvoir avoir ce petit côté renouveau, ou en tout cas retour à des choses qu'on n'avait pas l'habitude, ou en tout cas augmenter la diversité. Donc c'est quoi un petit peu ton plan là-dessus? Alors, moi, j'avoue que j'exerce deux métiers que j'aime beaucoup, euh, parce que j'aide, enfin, je suis dans l'aide aux personnes ou aux animaux, et les deux font partie de choses que j'aime particulièrement. Donc, bon, évidemment, les chiens, si je pouvais avoir plus de chiens que je ne travaille en tant que salarié, j'aimerais beaucoup. Peut-être que ça va venir comme ça ou pas. Ou... Pour le moment, je trouve un équilibre en gérant les deux. D'abord parce que euh, les chiens demandent une énergie énorme. Ouais, Ça bouffe une énergie énorme. Leur maître bouffe une énergie énorme. Et je pense que ce palier de décompression en faisant une autre activité ou des autres activités à côté, euh, ça offre la possibilité de se vider la tête, dire bon, là, cette leçon-là, ça a été une catastrophe, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai à faire dans mon autre activité, vider, analyser à froid mm. et repartir sur de bonnes bases sur le cours d'après. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair que Et je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Après, c'est sûr que idéalement, j'aimerais mieux vivre que d'éduc, hein. ouais, Mais voilà. Je trouve, enfin, moi, j'y trouve mon équilibre. c'est ça. Je pense vraiment qu'il y a il y a du bon à ça. Moi étant jusqu'à encore aujourd'hui, et bientôt ça sera une page qui se tourne, dans les études, dans un statut aussi salarié avec de l'apprentissage et également avec mon entreprise d'éducation canine, de matériel, etc. C'est vrai que j'ai aussi ce côté jongle. Alors j'ai fait du jonglage il fut un temps, donc je connais un peu l'histoire, mais voilà, c'est vrai que ça offre du renouveau, ça offre une autre vision des choses, ça vide la tête aussi, parce que c'est vrai que niveau énergie, ça bouffe quand même pas mal d'arriver à gérer le chien, le maître, faire son cours, etc. Ouais, et puis C'est quand même quelque chose. quand on a un truc qui se passe pas bien, les nuits qui sont pas très, enfin, pas très longues, qui sont même plutôt très très courtes, ça existe aussi. C'est sûr, Parce qu'on a un chien qui nous bouffe la tête, quoi. c'est clair. Après, ça fait partie du métier aussi, hein. On prend le métier avec ses avantages, avec ses Ah, mais inconvénients, c'est entre clair, guillemets, mais c'est c'est aussi clair. ça qui permet de s'améliorer, de se trouver de nouvelles idées, d'essayer autre chose et tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose de plaisant finalement. Euh,
Mais donc c'est vrai que ce côté jonglage, je le trouve assez sympa. Ouais, Ça ouais, permet moi de j'aime changer pas ça. Moi mal. j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et puis moi je crois que j'en ai besoin. Puis aussi Parce que d'apporter de la stabilité quelque part. Alors ça va que c'est peut-être une petite idée sur laquelle je reviendrai plus tard avec plus d'expérience. J'avais l'impression en tout cas avant de me lancer vraiment à fond il y a quelques temps dans tout ça, je pensais que c'était beaucoup plus périodique comme activité. C'est-à-dire que ben voilà, selon alors comment vous vous organisez au niveau de la vente, au niveau du programme et tout ça, de l'éducation, de la manière dont vous fonctionnez. Mais voilà, vous allez avoir un chien en éducation pendant une telle période. Et puis normalement, si vous arrivez au bout, ça se passe bien. Et enfin la plupart du temps en tout cas. Et ensuite, presque terminé quoi. Donc hmm. ça s'étend sur une plage de temps qui n'assure pas forcément des revenus fixes. Donc si tel mois on va faire, ben voilà, il y a eu pas mal de bouche à oreille, pas mal de nouveaux clients, etc. Ben on va plutôt bien travailler. Mais peut-être que le mois prochain, selon la situation et tout ça, ben c'est pas garanti qu'on ait le même nombre de clients. Donc c'est vrai que niveau Alors stabilité, étrangement sur mes 3 premières années, j'ai beaucoup plus travaillé sur les périodes hivernales d'accord, que le printemps-été. ok. Et là, ça a fait partie des surprises de la découverte de l'activité, en fait, hein, du métier. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les gens, il pleut, il vente, il neige, ça les gêne pas. Alors que quand il fait beau, pour passer vraiment un bon moment agréable avec leur chien, bah non, ils vont faire autre chose. Ouais, c'est sûr. Par contre, ce que je remarque, c'est bien souvent, on m'appelle quand le chiot a 2 mois. On va me demander mes tarifs, machin. Ah bah oui, mais quand même, c'est cher, machin. Je dis oui, mais ça sera toujours moins cher que dans 6 mois ou dans un an quand vous rencontrerez des difficultés que vous aurez laissé courir. Et bingo, là, j'en ai 2, 3 d'affilée qui reviennent au bout de 3, 6 mois, un an. Et puis les problèmes se sont aggravés, bien évidemment. Et du coup, ben, on se retrouve. Ah, bah oui, mais Ouais, vous ouais. voyez, là, C'est, en 5, 6 cours, c'était réglé votre histoire, là. Vous appreniez à connaître votre chien, à ouais. le maîtriser, et voilà, c'était fini. En fait, on fait la Et bascule entre éducation et rééducation pour le coup. c'est Donc ça. c'est sûr que c'est beaucoup Alors, moi, je plus. prends pas de. Alors, tout ce qui est. Moi, je suis un petit gabarit, hein, je suis 1,60 m. Donc, les grosses rééducations de chiens agressifs, ça, je fais pas. Mhm. Je fais pas. En plus, étant né en Savoie, si tu veux, j'ai un petit peu skié et j'ai un genou qui a particulièrement pris cher. Donc, là où je vais avoir besoin d'une certaine force physique, je vais pas l'avoir et mon genou, il va pas aimer. Donc, non, ça, je fais pas. Je bascule chez les collègues. Euh, Puis, je me sens pas de le faire. Voilà, Ouais, c'est c'est tout. sûr. Mais quand je disais rééducation, c'est simple. Enfin, tout ce qui va être trouble du comportement acquis par un chien à partir qu'il l'a développé et qu'il l'a gardé jusqu'à un certain temps, ça fait partie de la rééducation en fait, hein. Ça peut être Ah des bah chiens complètement, complètement. destructeurs, des chiens qui aboient, des chiens qui sautent, etc. Peu importe. À partir du moment où le comportement est là et on arrive après Ça. pour le modifier, on est dans la rééducation du trouble de comportement et on n'a pas forcément besoin de se balader avec un crocodile pour appeler ça de la rééducation. C'est simplement voilà. Si le comportement est établi et qu'on vient pour le modifier après coup, on est sur de la rééducation. Je serais curieux dans le chat s'il y a quelques éducs que j'ai vu que je salue, de faire un petit retour sur la périodicité, voir un peu si vous de votre côté vous trouvez ça assez stable sur l'année, s'il y a des périodes de creux, de vagues, un petit peu comment ça se passe. Ça m'intéresse. Parce qu'après on va avoir un petit peu les trucs peut-être plus classiques du chiot en septembre ou de ce genre de choses. Il y avait quelqu'un dans un groupe Facebook qui écrivait que il avait tendance à avoir plus des chiens difficiles en hiver et plus des chiens sympas en été. Parce que j'ai l'impression que les gens se rendent compte que quand on a plus de mal à sortir le chien ou que c'est l'hiver, ils vont plus travailler du chien agressif. Enfin, ils vont plus rééduquer leur chien avec le professionnel en question que par rapport à l'été où c'est plus la période des chiots et tout ça. Et tout ça. Je vais trouver cette réflexion assez C'est sympa. vrai que il avait tendance à Ah avoir. merde. C'est pas grave. Hop là.
Super. Puis pareil, si vous avez des questions pour Paula dans le chat, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les petits camarades? Alors maman, j'ai le retour, mais j'ai pas trop de nouvelles. J'espère que ça va pas bugger. Je pense que ça devrait aller. Mais là, j'avoue, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon chat. Alors, Marlène dit qu'en 14 ans d'activité, elle n'a pas eu de 2 mois identiques, donc pas facile de prévoir. C'est clair. Pour Sandrine Guiton, c'est non-stop toute l'année. En fait, je me dis que à partir du moment où on a développé un réseau suffisant et peut-être une sorte de reconnaissance, une popularité, on va dire, dans le coin, je pense que ça se stabilise au fur et à mesure. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'agenda se remplit, on doit avoir au moins 2-3 mois peut-être de visu pour arriver à stabiliser un petit peu tout ça. Après, ça doit être un peu au cas par cas aussi. Ah oui, puis ça, enfin, j'ai pas. Moi, je te dis, je fais quasiment pas de pub. Ouais. Quasiment pas. Parce que oh, c'est comme ça. D'abord, je sais pas faire, et puis je suis quelqu'un plutôt discret. Attends, j'arrive, je vais mettre Ouais. la lumière. Je vais prendre la question en attendant on reprendra tout de suite après. Hein, de Floana qui nous pose, c'est quoi la punition positive? Alors dans punition, eh ben, on a réduction de la fréquence d'un comportement. Donc pour dire clairement, le chien va le faire moins souvent, ce comportement. Et positive, on ajoute quelque chose. Donc il va se passer quelque chose qu'on ajoute pour descendre la fréquence d'un comportement. Donc en général, qu'est-ce qu'on ajoute? Quelque chose de désagréable. Et attention, la nuance est très importante. Désagréable, ni violent, ni douloureux. C'est deux choses qui sont différentes. L'un peut être dans l'autre, mais désagréable, c'est pas nécessairement violent ou douloureux. Et donc on ajoute quelque chose de désagréable comme conséquence à un comportement du chien pour qu'il le fasse moins souvent. Et ensuite, on va actionner tous les leviers possibles et différents pour voilà, qui peut être désagréable pour le chien. C'est encore une fois, c'est du point de vue du chien. C'est vraiment ça qu'il faut se souvenir, c'est que c'est du point de vue du chien. Donc si un chien actionner la laisse, bon, c'est à peu près universel chez tous les chiens. Encore une fois, il faut voir comment on pratique, etc. Mais je prends l'exemple de la caresse. La caresse, ça dépend des chiens. La caresse, il y a des chiens, ils vont trouver que c'est un renforcement positif, parce qu'on ajoute une caresse et c'est quelque chose de sympa parce que le chien aime les caresses, donc ça va l'encourager à le refaire ce comportement-là plus souvent. Au contraire, moi je trouve pas mal de chiens, en tout cas peut-être plus qu'on ne le pense, de chiens qui n'aiment pas les caresses, et qui si on les caresse, n'apprécient pas ça, donc éprouvent quelque chose de désagréable, et donc si on pourrait presque utiliser la caresse comme punition finalement. C'est un petit peu terrible à dire, mais caresser un chien pour un comportement, s'il trouve ça désagréable, ça sera considéré du point de vue de la théorie de l'apprentissage comme une punition. Donc du point de vue du chien et toujours du point de vue du chien. Voilà pour la punition positive. On y reviendra, je pense, parce que c'est des sujets que j'adore et qui sont importants pour bien comprendre les enjeux. Surtout ce côté, c'est quelque chose souvent désagréable, mais pas nécessairement violent ou douloureux. Et la distinction est très très importante à faire. Voilà, quelque chose de violent ou douloureux, c'est forcément désagréable, mais quelque chose de désagréable, c'est pas nécessairement ni violent ni douloureux. Ça, faut bien le retenir. Mais ça reste désagréable pour le chien. Par contre, ça, il faut le prendre en compte. Pour que ça réduise le comportement, il faut que ça soit désagréable. Donc ensuite, c'est à nous de piloter correctement les petits curseurs qui vont bien pour trouver les leviers d'action qui vont correspondre au maître, au chien, à l'environnement et tout le bazar. Mais voilà, pour la punition positive, on ajoute quelque chose qui est désagréable pour le chien. Donc on va voir, pour citer plein d'exemples en pagaille, ça peut être tirer sur la laisse, ça peut être sur le collier électrique, ça va être actionner le collier électrique, ça va être faire peur au chien, ça va être crier si le chien trouve que c'est désagréable, ça va être, voilà, il peut y avoir plein de choses. Regard, parfois. Un simple regard, ça peut marcher aussi. C'est hyper dépendant du chien et de son maître, etc. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre.
T'es revenu toute, tout en lumière, dis donc. Donc, bah, écoute, je te laisse reprendre. Oui, Si, je sais si plus tu où on arrives en était. ouais, sur la fréquence au niveau des cours, etc., sur la stabilité au niveau des clients. Est-ce que toi, pour ta situation, tu le perçois comment? Tu trouves que c'est assez stable ou ça varie pas mal? Bah écoute, là depuis la reprise après Covid, c'est plutôt exponentiel, quoi. D'accord. Euh, Il y a pas mal de nouveaux clients qui contactent, bon, bah voilà. Et le, le après-Covid a engendré quand même certains comportements, alors qui étaient déjà préexistants, mais qui s'est renforcé parce que les maîtres étaient là et puis d'un seul coup, bah, les maîtres ils reprennent leurs activités quotidiennes, ne serait-ce que d'aller travailler, et ça devient très compliqué. Et là, les gens ils appellent un peu au secours parce qu'il faut remettre des choses, le clocher au milieu du village, quoi. Mm. Et bah, pas plus tard qu'hier, j'ai été faire une petite éval parce que il y a une petite chienne. On m'a appelé pour une petite chienne qui couine en voiture. Oui, elle couine en voiture, mais quand, comment, pourquoi et tout a été amalgamé entre l'arrivée où elle a couiné parce qu'elle avait quitté sa fratrie, puis ça a continué, et puis bizarrement, elle ne couine pas quand elle est toute seule à l'avant avec son maître. Mais quand il y a le reste de la famille, donc en fait c'est la petite princesse, et puis là avec le retour à la vie normale, avec le Covid, ça s'est amplifié. Donc il y a plein de petites règles qu'on remet en place comme ça et bon, qu'on remettra en place à leur rentrée de vacances parce que là ça sert à rien clairement vu comment tout va se passer jusqu'à leur retour. Euh, J'aurais dit de mettre des choses en place à la maison tout de suite. Et puis voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont plus en post-Covid, quoi. Mm, mm. C'est sûr. Et ouais, Mais déjà, je trouvais que l'activité partait beaucoup mieux. Et voilà, ce côté rural dont je te parlais est en train de s'effacer quand même, malgré le fait qu'on soit sur des gens qui sont quand même de bon sens. Euh, Ils se laissent un petit peu emporter par ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Du coup, ils sont un petit peu perdus. Et puis le chien, il comprend plus trop ce qu'on lui demande. Et puis après, bah, voilà, ils font appel à nous. Ah ouais, c'est clair. Y compris, y compris des chasseurs. D'accord. C'est rigolo. Ouais, ouais. C'est rigolo. Pour des soucis de comportement, quel genre de demande Oui, j'ai le souvenir d'une petite Cortale qui en réalité était là pour la chasse. Elle avait quelques mois, hein. Et puis cette petite chienne, bah, son maître l'a emmenée à la chasse. Il y a une bestiole qui a été levée, donc il l'a tirée et la chienne, elle a pris peur, elle s'est cassée parce qu'elle a eu peur du coup de fusil. Ah ouais. Et là, et là voilà. Et là, voilà. Et bon, c'est pas grave, hein, on a désensibilisé, mais en fait, c'est pas tellement le bruit qui l'a effrayé que le fusil. Elle avait marqué le fusil, donc on a déconditionné au fusil, et 3 semaines après, ça rentrait dans l'ordre, elle levait son, sa, sa première proie, mais c'est cool. C'est cool parce qu'on se rend compte que les choses changent, même, même chez les ruraux. Mm, mm. C'est sûr. Et ça, c'est plutôt sympa. Ouais, Alors, voilà, c'est sympa pour les chiens en tout cas. c'est clair. Puis au moins, enfin, le chien, il fait ce pourquoi il a été sélectionné, donc c'est bien. Mm, mm. On a un équilibre entre maison, chasse, et ça, c'est top. C'est leur activité comme ils feraient du sport ou n'importe quoi, quoi. Ben oui, parce que de toute Quand façon, le c'est chien, il considéré comme ça, effectivement, ouais, tout à fait. voilà. C'est... Le chien, il a été sélectionné. C'est de la sélection hein, depuis des milliers d'années. Les premiers chiens à avoir été sélectionnés, c'est ceux qui sont une aide précieuse à la chasse.
ça tient lieu de la survie. Maintenant, si on regarde les livres d'origine, il y a plus de chiens de chasse que de chiens de compagnie, hein. Mhm. Ou même de berger, ou voilà, ou bouvier. On a quoi? On a les bergers, les bouviers, les compagnies, tout ce qui est lévrier, c'est de la chasse, même s'ils n'ont pas le droit de chasser. Et tous les autres groupes, eh ben, c'est que du chien de chasse. Donc, ça fait. Allez, au bas mot, je n'ai pas calculé, mais ça doit faire 300 races de chiens sur 400 qui sont des chiens de chasse. Donc, ils sont sélectionnés pour ça. Donc, forcément, si on veut qu'ils soient équilibrés, il faut bien faire ce pourquoi ils ont été créés. Ouais, c'est clair. En étant encadré comme il faut et en prenant soin de tout ça, quand c'est fait correctement, c'est vrai que c'est un plaisir pour le chien, pour son maître et pour le quotidien de cette famille. Mais Il y a- bien sûr, mais ne serait-ce que, bah, je sais pas, tu dois connaître la chanson de Maxime Le Forestier, hein, quand il s'en va dans la campagne avec son chien, il revient bredouille, mais il a vu son chien à l'œuvre, quoi, et c'est ça qui l'éclate. Mm. Euh, voilà, c'est vers ça qu'on devrait tendre tous, hein. Pas d'aller à la chasse, mais de partager un moment avec son chien, et ça se perd. Ouais. Et en adaptant, ça peut être du pistage sur croquette, du pistage sur objet, du man trailing, ce genre de Un choses. trailing, nosework, ça c'est assez sympa. Euh, Mm. Là, j'ai fait 2 stages en nosework, donc c'est très très chouette parce qu'on voit son chien évoluer et travailler différemment. Là, j'ai Et fait utiliser son le sens le week-end. plus développé, quoi. Ouais. Voilà, le week-end dernier, j'ai fait une initiation au man trailing avec mes 2 zouaves. Euh, Contre toute attente, c'est mon border qui s'est le plus éclaté, quoi. Alors que la petite, elle est plus sur du nosoir où elle va. Enfin, la petite, la hollandaise, elle est plus sur du nosoir où il va falloir qu'elle réfléchisse et qu'elle cherche. Juste se servir de son nez pour aller chercher une victime. Bon, voilà. L'autre, ça l'a éclaté. D'accord. Et vraiment, entre une activité et une autre, bah, les 2 chiens ont trouvé 2 activités qui leur conviennent à eux. Ouais. Mais ça, pour le savoir, faut les expérimenter. Ouais, tout à fait. Il y a Jean-Claude qui nous dit dans le chat qu'il y a aussi comment dire, un fléau dans le monde canin, c'est l'anthropomorphisme. Alors déjà, bah, je serais content de pouvoir en discuter avec toi sur une émission, Jean-Claude. Ça, c'est un petit message. Et puis ensuite, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur cet anthropomorphisme, Paula? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, que c'est pas tout à fait faux parce que les gens, enfin, parce qu'il y a eu cette perte euh, de ce que j'appelle du bon sens paysan. C'est oh le pauvre chien, il s'est fait mal à la patte parce qu'il a mis sa patte sous mon pied. Eh bah tant pis pour lui, c'est la vie. Euh, enfin, faut pas oublier qu'un animal reste un animal et on peut pas le surprotéger sans arrêt, quoi. Mm. Enfin, gamine, j'ai eu une chienne extraordinaire qui m'a enseigné plus sûrement que n'importe qui. Et avec cette petite chienne, j'avais un petit teckel croisé York qui a fini à roulette. Elle a D'accord. fini paralysée, voilà. Les vétos m'ont fait traîner, enfin bref, ça a été compliqué. Et après, j'ai plus eu le courage de le faire euthanasier. Donc du coup, j'ai gardé le chien à roulette pendant 4 ans, quoi, il y a 25 ans. Et ce petit chien, je ne l'ai jamais ménagé. Mm, mm. Jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était appareillé, il descendait ses 2 étages à pattes avec ses roulettes. Je le remontais juste en tenant le machin pour l'aider un petit peu. C'est tout. Et il a été traité comme l'autre tout le temps. Ni plus ni moins.
Juste les premiers temps où il fallait que je fasse un petit peu attention parce que les roulettes étaient un petit peu plus larges que lui, donc bah, il versait. Mais à part ça, combien de fois je me suis retrouvée à l'entendre aboyer, je me retournais, le chien il était retourné, il était à plus de 50 mètres, quoi. Mhm. Bon, d'accord, bouge pas, j'arrive. Mais après, il a appris à gérer ses distances. Si j'avais dit, oh, mais mon pauvre petit chien, mais jamais je l'aurais lâché. Jamais. Et j'étais en ville. À l'époque, on n'avait pas l'obligation de mettre des laisses, ou ça commençait tout juste. Moi, mes chiens, ils étaient jamais en laisse. Jamais. Et pourtant, la grosse, c'était une fugueuse patentée, une courseuse de chat. Elle m'a ramené de portée, mais moi, j'étais gamine hein, à ce moment-là. Hein. Et, euh, et une fois qu'on a cadré, qu'il y a eu la confiance, plus jamais j'ai eu de laisse et j'ai jamais eu de souci d'agressivité. On est rentré dans un tel truc où il faut surprotéger qu'on met en danger nos animaux parce on leur met un stress qu'ils ne devraient pas avoir. Quoi. Et non, l'anthropomorphisme, clairement, Ouais, non, c'est pas possible. Quoi. c'est sûr. C'est pas fait pour les aider. Alors, les Ouais. protéger avec une laisse, oui, bien évidemment, protéger les autres avec une laisse. Mhm. Mais tout ce qu'on met dans cette attache, elle est carrément néfaste. Ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre comment un chien fonctionne, et ensuite, on peut y mettre des analogies humaines pour comprendre les notions. Ouais. Mais les notions, elles sont aussi propres aux chiens, en tout cas certaines. Mais il faut quand même pas oublier, j'ai l'impression, qu'on est deux animaux qui, notamment au point de vue de la théorie de l'apprentissage, se rejoignent quand même pas mal. Ah Donc oui, oui, il y a oui, aussi des carrément. points communs, et il y a aussi une histoire que, ben voilà, on est deux espèces qui, ok, on est éloignés parce qu'on est des humains, c'est des chiens, mais des canidés, mais on a quand même Pour des moi, points on est communs avant tout des... qu'il faut pas oublier. Donc Ouais. je pense que c'est une histoire de dosage, peut-être, de curseur, ou je sais pas quoi, mais ça serait intéressant Je sais pas, parce qu'en d'approfondir ça. général, c'est ce que je dis, mais attendez, on est deux espèces, on est des mammifères. Alors les gens, ils aiment pas trop parce que on est ramené à notre animalité, mais c'est justement cette animalité qui fait qu'on se comprend avec Mhm. le chien. Mais si on met trop d'humanité, et bah du coup, le chien comprend plus. Ouais. Trop d'empathie, trop. Il y a pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Enfin, Il faut parler ça mammifère, existe, quoi. ça existe, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Faut Euh, communiquer mammifère. C'est ça, faut communiquer mammifère et il faut cette espèce de feeling instinctif qui fait que bah ça marche quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, moi Super. j'aime, enfin, On- moi j'aime bien, enfin j'essaye d'inculquer ça à mes clients parce que je leur dis vous vous posez trop de questions, faites-le, Ouais, ouais. On le ressent dans ce que tu dis, ouais. fermez les écoutilles et faites. Et finalement, souvent, on me dit ah bah c'est bizarre, hein, elle devait sentir que vous veniez parce que elle fait moins ça ou elle fait. Je dis non, elle a senti votre détente, donc si vous êtes détendu, elle s'est détendue, donc elle a plus besoin de faire ce qu'elle faisait avant. C'est clair. On revient sur l'idée de mimétisme aussi dans la communication, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc moi, je transmets une certaine sérénité aux gens parce qu'ils savent que je vais venir un peu comme le Messie les soulager, leur faire un miracle. Et dans le même temps, on se dit, bon, bah non, j'ai rien fait, je suis même pas j'ai même pas Tout à encore fait. passé le pas de la Donc moi, porte, je il y a déjà du transmets changement. une Donc le certaine changement, c'est vous qui sérénité l'avez aux gens opéré. parce que ça. Et quand on leur dit ça les rassure et Mm. ça les aide dans leur apprentissage vers du mieux pour leur chien. Et c'est pas mal, hein. Ouais, c'est clair. C'est pas mal. Moi, Mm. j'aime bien les faire réfléchir, j'aime bien leur dire, mais attendez, regardez, voilà, vous le faites tout seul. C'est ce feeling, vous le faites tout seul. Ça, puis les rendre Ah, autonomes, quoi, derrière, de savoir c'est ça. comment Et ils ça, le c'est font, pourquoi génial. ils le font, et qu'ils soient capables de le refaire derrière, c'est sûr. Ouais, ouais, Et ça, c'est super. c'est vrai. Enfin, moi, c'est pour des moments comme ça, mais je m'éclate quand je fais ça. C'est Alors, clair. même s'il y a du travail, hein, avec le chien, avec le maître, etc. Mm. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de se prendre la tête pour des âneries, quoi. Mm, mm.
Super. On arrive à 1h30 d'émission à peu près. Je pense je vais te laisser juste conclure rapidement sur un dernier sujet. Je le demande toujours à chaque fin d'émission. Si tu avais un jeune futur éducateur canin, quel serait le conseil ou les conseils que tu pourrais lui donner? Petit conseil pour les jeunes générations. Bouffer du chien, bouffer du chien, bouffer du chien. Ok. Faut prendre sa laisse et y aller, quoi. Il faut prendre sa laisse et y aller. Et puis pas hésiter à aller voir les anciens aussi, parce que c'est pas seulement des vieux cons. Mhm. Ils ont un petit peu d'expérience, ils peuvent transmettre 2, 3 bricoles. On voit souvent, de plus en plus. Alors c'est peut-être l'apanage de la jeunesse, j'en sais rien. Ou alors je suis une vieille conne déjà, je sais pas. Des gamins qui arrivent, qui ont lu trois bouquins et éduquer, commencer à éduquer leur propre chien avec plus ou moins de réussite. Et ça y est, ils sont arrivés, c'est les champions du monde. Non, regardez les autres, regardez faire et avancer, quoi. Bah, moi, la première, hein, moi, je dis pas que j'ai toujours raison. J'aime bien regarder le travail des autres. J'aime bien regarder les vidéos des autres. Alors, je suis un peu gonflée parce que moi, je n'en fais pas. Mais moi, j'ai pas le temps. Je peux pas gérer et le chien, et le maître, et la caméra. Ouais. Donc, il y a des moments où, voilà, faut faire des choix. Et moi, le choix, ça sera toujours le chien en premier. Donc, j'aime bien regarder les vidéos parce que j'aime bien regarder la manière de faire. Je vais observer. Souvent, je coupe le son d'ailleurs. Je vais observer et je vais avoir une lecture de l'humain, du chien et de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on se dit, ah tiens, ça c'est pas mal comme mouvement pour emmener le chien vers là où je veux aller. Et ça donne des idées, ça donne aussi de l'expérience. Moi, c'est vrai que dans ma campagne, là, je suis un petit peu perdue au milieu de la pampa. J'ai pas beaucoup d'éducateurs canins autour de moi, donc c'est vrai que je me sens un peu seule, donc je fais ça comme ça, ou je vais en stage de temps en temps, et c'est vrai que c'est... Puis il faut se former, on continue, on a toujours des choses à apprendre. Toujours, ouais, c'est clair, ça sera infini, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ça marche, Paula, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation et c'était vraiment chouette et de pouvoir partager, c'est sympa. Ça marche, bah écoute, voilà, peut-être un jour on en refera une dans un moment, on sait pas, hein. En tout cas, moi je retrouve la semaine prochaine un nouvel invité que je peux d'ores et déjà annoncer d'ailleurs. Ça sera Romain Plateau de Can Inside. Voilà, donc ça sera le jeudi me semble-t-il. Je vous remettrai toutes ces petites infos là comme il faut évidemment. D'ici là, donc une émission la semaine prochaine. N'hésitez pas sur Facebook, sur les réseaux sociaux à partager ça évidemment. Mon site internet pour toutes les infos. Pour le matériel canin, que vous soyez particulier ou professionnel, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!